C'est bon, on m'entend? Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue à cette séquence sur les enjeux de la construction hors site. J'en profite tout de suite pour introduire Sébastien Maty, président de GA Smart Building, qui participe à cette séquence avec nous, et puis Luca De Franceschi, directeur de l'architecture et du développement durable chez Immobilière 3F. Voilà, on va évoquer un petit peu cet enjeu de la construction hors site, et je voudrais commencer peut-être par une anecdote ou un souvenir pour ceux qui étaient un peu attentifs à ces sujets il y a quelques années. En 2015, moi, j'avais été assez marquée par la réalisation d'une tour de 57 étages en Chine en 3 semaines. C'était un petit peu le premier bâtiment qui avait un peu fait du bruit et qui nous rappelait en Europe, assez loin finalement de ces enjeux et de ces pratiques, qu'il était possible de faire très vite et assez bien, même si c'était assez loin de nos réalités. En France, peut-être qu'en 2015, on se posait encore beaucoup de questions sur la construction hors site. Un certain nombre de souvenirs du passé qui pouvaient interroger à la fois les élus, les aménageurs, les promoteurs, sur la capacité du hors site à accueillir une diversité architecturale, à proposer des formes différentes, intéressantes, à offrir de la modularité, de la liberté en réalité dans l'écriture architecturale, la pérennité des matériaux, la qualité de la conception. C'était des questions qui étaient posées. Mais on voyait aussi, à travers cet exemple, la possibilité qu'ouvrait la construction hors site, à la fois en matière d'économie de temps, d'économie d'échelle, d'économie de matière. Et c'est vrai que le contexte que nous connaissons aujourd'hui, où on s'est face à l'économie du bâtiment fait face à de nombreuses contradictions, à la fois l'injonction de continuer à produire massivement, rapidement, de plus en plus rapidement, et en même temps un environnement beaucoup plus contraint, et pour de bonnes raisons, hein, pour protéger notre environnement tout simplement, pour protéger notre qualité de vie. Donc cette nécessité de trouver un chemin entre cette exigence de production et puis les contraintes posées à cette production. Et chez Grand Paris Aménagement, on avait envie de prendre un peu de temps d'échanger sur le hors-site, puisque on voit à ce mode de fabrication, à la préfabrication et à la construction hors-site en général, une réponse à ces enjeux d'aujourd'hui. Et nous avons l'ambition, et on va expliquer comment on compte y arriver, d'atteindre près de 80% de notre production d'ici 2030 en hors-site. Voilà, de produire 80% de nos projets en hors-site d'ici 2030. Ce qui est un objectif ambitieux, puisque en réalité on démarre un peu cette activité. Évidemment, il y a un certain nombre d'éléments préfabriqués aujourd'hui dans nos projets, mais là on est en train de parler d'une toute autre échelle. Et donc l'idée de cet échange, c'est vraiment d'aller de manière très pragmatique, regarder comment on fait aujourd'hui pour tracer ce chemin d'ici 2030. Je vais du coup peut-être vous donner la parole pour que vous présentiez à la fois vos établissements et vos objectifs, votre pratique sur ces sujets. Peut-être commencer par vous, Sébastien Maty, qui êtes reconnu dans le domaine sur ces sujets. Merci Soraya. Alors, je ne sais pas si je dois piloter en même temps ici, c'est ça? Non, c'est piloté. Ok. Eh ben, écoutez, merci de nous donner la parole et de nous permettre d'illustrer la capacité du hors-site à révéler son utilité dans le cadre, dans l'immobilier et dans la construction. Donc, on dit fréquemment qu'on est un acteur atypique de l'immobilier et de la construction. On est à la fois on pratique de nombreux métiers, tous au service d'un immobilier responsable. Donc on a cette particularité d'avoir un modèle intégré. On est à la fois concepteur d'immeubles, on est ingénierie, on est industriel, et je vais y revenir, c'est cette particularité du hors-site. On est constructeur, promoteur et également gestionnaire. Donc une vraie intégration globale des métiers qui nous permet depuis de nombreuses années d'être un spécialiste du hors-site et de pratiquer depuis plusieurs décennies le hors-site qui aujourd'hui prend un vrai essor et qui révèle actuellement, que ce soit à l'international ou en France, les grandes réserves de productivité et d'efficience qui se cachent dans l'acte de construire. Alors qu'est-ce que c'est que construire hors site, en tout cas dans la manière dont on le pratique, mais c'est vrai pour tous les acteurs qui ont adopté ce modèle constructif.
Ça consiste à aller très loin dans le design et dans la conception initiale du projet, et notamment tirer bénéfice des leviers du digital. Et donc on est dans une modélisation qu'on appelle full BIM. On est on intègre le BIM et la maquette numérique dans toutes ses composantes, dans toutes ses capacités. Donc on va très loin dans la conception initiale, et ensuite on peut basculer dans un modèle de production. Donc on va produire les principaux éléments ou tout ce qu'on peut produire en usine. En ce qui nous concerne, on anime un réseau de quasiment une dizaine d'usines sur le territoire français, réparties de manière homogène pour pouvoir couvrir le maximum de territoire. Et une fois que ces éléments sont fabriqués, on va aller les transporter sur place, sur site, sur le chantier, sur le site du chantier, et les assembler dans un modèle rapide, sobre en tout. Et voilà, donc on peut effectivement passer par les bénéfices d'une approche hors site. C'est vrai pour nos réalisations, mais c'est vrai globalement pour les acteurs qui adoptent les mêmes procédés constructifs. Donc les bénéfices sont nombreux. On va parler de réduction de délai, évidemment. Et donc là, on a une réduction de la réalisation du délai d'opération qui peut aller jusqu'à 2/3 du délai traditionnel, notamment quand on bascule sur un mode de construction modulaire. On va parler de qualité industrielle. On va basculer dans un autre mode de réalisation et aller chercher une capacité à délivrer un objet qui est sans réserve, qu'on a mis au point de manière très précise et dont on a mis au point le procédé de fabrication industrielle de manière très précise. Donc on va à du zéro réserve à la livraison. Des nuisances qui sont réduites, et l'une d'entre elles qui me semble critique, c'est la capacité à réduire les nuisances sur la ville, sur l'urbain, les nuisances que génère l'acte de construire, et notamment de réduire les transports qui vont converger vers un site de production, vers un chantier. Globalement, on divise facilement par 2 le nombre de transports qui vont converger vers le chantier. En phase si on est en construction modulaire, on peut diviser jusqu'à 18 le nombre de transports qui vont converger vers le site. Et puis évidemment des bénéfices aussi dans la capacité à réduire la matière, à réduire les déchets. Et puis à faire bénéficier à l'ouvrage d'autres qualités, comme notamment une sobriété énergétique, une sobriété d'émissions de carbone. Donc beaucoup de bénéfices qu'il s'agit aujourd'hui d'aller chercher. Voilà, c'est des bénéfices qui sont accessibles à tous, sous réserve de transformer notre manière de construire. On en a la conviction. Merci. Côté 3M, je crois que vous êtes venu à ce sujet du hors-site par des convictions. Autour de la question environnementale. Je vous laisse peut-être nous en dire un mot. Très bien. Déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être autour de cette table avec une entreprise qui est très engagée sur le sujet et avec un aménageur justement qui accompagne des maîtres d'ouvrage pour justement porter une ambition qui est forte autour du hors-site. Déjà, nous, pourquoi nous sommes sur cet engagement? On est convaincu que les chantiers doivent améliorer. En fait. Donc jusqu'à aujourd'hui, on connaît toujours en fait des chantiers qui sont tout aussi sales qu'il y a quelques vingtaines d'années au moins. Il y a peu d'évolution là-dessus et cela peut apporter en fait justement une qualité architecturale et d'usage qui reste au cœur de nos préoccupations. D'abord, il y a l'arrivée également en fait de l'RE 2020 qui bouscule en fait les modes de concevoir, donc la prise en compte du carbone, donc du coup le bon matériel au bon endroit. Comment fait-on en fait pour s'approprier de cet enjeu? La construction hors site, encore une fois, c'est une bonne réponse car en fait justement on peut bien réfléchir en fait à la conception en amont pour mettre l'intelligence et les bons matériaux au bon endroit. Voilà. Ensuite, il s'agit bien d'améliorer les conditions des chantiers en diminuant les nuisances. Je viens de le dire, en fait, justement, en fait, on a du mal à trouver en fait, de la main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers, alors que réaliser en fait, des modules qui soient 2D, 1D, 3D en atelier, c'est autre chose et ça permet de se projeter dans une dimension et de l'industrialisation et du travail qui est bien différente par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui dans les chantiers.
Et puis, ça permet bien évidemment en fait l'émergence d'une filière française, en fait locale, qui profite de la matière locale et qui peut être intégrée en fait justement dans ce module, parce que construction hors site signifie pas que le biosourcé, ça peut être plein de choses, ça peut être le béton, ça peut être justement la terre crue également en fait. Donc ça ouvre les portes à tout un tas de sujets qui effectivement sont locales et qui structurent en fait les filières locales. Alors nous faisions... Ouais, si je peux juste vous poser la question du coup finalement des exemples des opérations que vous avez commencé à mener et surtout des difficultés que vous avez pu rencontrer en tant que maître d'ouvrage dans la réalisation de ces projets, puisque voilà, pour nous c'est intéressant en termes de retour d'expérience aussi de voir à quels écueils vous avez pu être confrontés dans ces premières opérations. Merci. Effectivement, alors la construction hors site, on l'a pratiquée déjà sans le savoir depuis un certain temps. Ici, on a livré en 2019 une opération qui a été réalisée par l'entreprise Lifteam et conçue par l'architecte Raphaël Gabrion. On a mis en place la dalle opportune. C'est une composante effectivement qui est produite en fait en atelier, qui a été livrée, qui a été installée, etc. Ensuite, on a développé. En fait, c'est un projet qui est 100% bois. Mais pour autant, en fait, on s'est quand même confronté à des difficultés en fait de mise en place, car nous avions pas forcément anticipé en fait justement la particularité du process de conception et réalisation qui est très spécifique, et surtout en fait on se confrontait avec des difficultés relatives à la complexité de la construction dans son ensemble, c'est-à-dire une opération de construction n'est pas seulement en fait de modules, concerne également en fait du gros œuvre, concerne également les VRD. Donc avoir des entreprises générales qui sachent maîtriser l'ensemble en fait des sujets n'est pas forcément en fait quelque chose courant aujourd'hui. Ici on a un autre exemple assez intéressant, parce que là on passe de la filière légère à la filière lourde, donc préfabrication plutôt béton avec des panneaux sandwich qui a été réalisé par l'entreprise générale SMG et l'architecte Anma. Alors c'est une opération qui a été de 125 logements, donc là on a réussi quand même à massifier en fait un modèle, justement ces panneaux en fait préfabriqués. Et alors difficulté là-dessus pas véritablement, plutôt en fait un succès, parce que justement ça a été assez remarquable la qualité justement de ces panneaux qui sont arrivés justement installés. Peut-être ce qu'on aurait voulu, c'est plutôt d'avoir intégré dans ces panneaux également la menuiserie, pour avoir justement un modèle complet et complexe qui intègre justement plusieurs éléments et composantes dans la construction. Merci. Côté GA, on a le sentiment que ces sujets sont un peu derrière vous. Enfin, je veux dire, vous avez industrialisé votre processus et vous êtes à l'aise à le mener intégralement. Peut-être vous interroger sur la question de l'architecture, la place des architectes dans votre activité, et puis voilà, globalement, comment on arrive à concilier cette préfabrication et ces contraintes industrielles avec cet enjeu de diversité architecturale. Oui, effectivement, c'est un enjeu sur lequel on a pas mal travaillé ces dernières années. Notre expérience sur ce sujet, c'est qu'en général, pour pas dire systématiquement, ça se passe très bien avec les architectes avec lesquels on travaille. Et c'était d'ailleurs, en ce qui me concerne, un peu un élément de surprise. Globalement, les architectes ont envie de travailler avec cette matière-là que sont les procédés hors site, envie de les challenger, envie de les faire évoluer, envie de les faire progresser. Et donc, à chaque fois, ça se passe bien. Alors on a effectivement aujourd'hui un dispositif qui est plutôt rodé, où on a une phase d'explication des enjeux, une phase d'explication des possibilités, on donne une boîte à outils à l'architecte avec lequel il va pouvoir jouer. Et il s'en empare très rapidement, et chaque expérience, chaque travail avec un architecte différent est une expérience nouvelle pour nous et vient enrichir notre pratique de hors-site. Donc quelques illustrations là, de la qualité architecturale à laquelle on arrive aujourd'hui avec quelques projets. Ce premier projet, c'est notre futur siège social qui est implanté à Toulouse, qui nous a donné l'occasion de travailler avec un architecte japonais à l'issue d'un concours qu'on a mené avec la métropole de Toulouse. Architecte japonais associé à donc c'est l'agence Tezuka qu'on a associé au studio Montazami, qui est un Français, et ils nous ont pas mal challengé sur la manière de concevoir des immeubles de bureaux. On avait des immeubles de bureaux qui étaient toujours très linéaires, on a travaillé sur un plan très différent. Et donc ce sera un vrai objet architectural très ambitieux. Voilà quelques chiffres et quelques données globalement d'un chantier qu'on vient de démarrer.
une autre illustration d'une architecture assez inattendue pour de la construction hors site, hein, le projet de la Cité universelle qu'on a, qui était l'un des projets issus de l'appel à candidature, enfin de l'appel à manifestation, l'appel à projet de réinventer Paris 2. On est aux portes de Paris, le long du périphérique, face à la Philharmonie. Et c'est un projet très ambitieux d'un point de vue architectural, en plus d'être très ambitieux sur son contenu, avec une thématique très forte et un univers autour du handicap et de l'accessibilité universelle. Donc si vous passez, on peut peut-être voir d'autres images. Vous voyez, on a travaillé ici avec l'agence Baumschlager et Burley, qui est bien connue, hein, avec laquelle on collabore également sur Bordeaux, et qui a imaginé cet objet très iconique qui vient participer à la couture entre le territoire sur lequel on vient s'implanter et le territoire de Paris. Voilà, un projet très intéressant. On est ici sur la ville de Cergy, une collaboration avec l'architecte Reichen Robert, hein, qu'on n'imagine pas non plus être le premier partenaire d'une démarche d'innovation, etc. Et ben, ils étaient très enthousiastes d'être à nos côtés pour travailler sur ces objets. Donc c'est un double projet avec une résidence étudiant, vous voyez, qu'on a livré à Clé, qui est très très agréable et très innovante. Et puis cet immeuble de bureau là, avec une façade, vous voyez, très expressive, qui vient habiller un objet extrêmement rationnel et très flexible. Voilà, et puis on a depuis quelques temps maintenant lancé une activité dans le résidentiel, autour du résidentiel. On était très orienté sur l'immobilier d'entreprise. On est aujourd'hui largement développé sur le secteur résidentiel. Et voilà une des réalisations d'Ossabois, qui est... alors, on peut discuter de l'architecture, hein, c'est l'architecture alpine, c'est l'architecture des stations de ski. Mais une vraie prouesse sur la réalisation, une très belle référence avec la résidence hôtelière la plus haute d'Europe, réalisée en module en ossature bois. Et donc vous voyez que c'est une large opération de quasiment 10 000 m² qui assemble plus de 200 modules et qui a été réalisée en une saison pour être livrée en période de Covid au moment du démarrage du lancement de la période de ski. Vous voulez peut-être dire un mot aussi de votre projet, du projet d'hôtel logistique porté par la Solidaris que vous accompagnez donc dans la réalisation au sein de notre opération de Vitry. Oui, et c'est une opération qui nous réunit, hein, puisque effectivement le GPA et le PA d'Orsa est l'aménageur de l'opération. Écoutez, c'est une opération très emblématique sur la transformation du secteur de la logistique et des actifs de la logistique, avec l'émergence de cet hôtel logistique à étage, une très grande plateforme qui allie l'innovation du produit logistique avec l'implantation à la fois de surfaces d'activité à l'étage, en étage, et de logistique au rez-de-chaussée, l'intégration d'une ferme urbaine, et puis vous le voyez, une architecture très ambitieuse développée par l'agence Chartier-Dalix. Voilà, et donc on intervient en tant que promoteur et constructeur auprès de Sogaris. L'opération est en cours et elle avance à très grande vitesse. On va les livrer en moins de 2 ans. Merci, pari tenu. Côté I3F, on a de nouveaux projets en cours, hein, au-delà de ces premières expériences que vous nous avez présentées, des opérations en Essonne, mais aussi un projet commun à Trilport. On peut peut-être s'en dire un mot du coup pour conclure ? Oui, très bien. Effectivement, nous avons mis en place un process, justement. En fait, je reviens juste sur le sujet de l'architecture, car on est convaincu que si on veut franchir, en fait, justement, le cap de massifier la construction hors site, il faut que on puisse embarquer, en fait, l'ensemble des acteurs de la construction, dont les architectes même. Nous, on est confrontés souvent avec des opérations qui sont, en fait, de taille plutôt moyenne, petite. Donc, vous voyez, 27 logements, en fait, à Sèvres. C'est une de nos opérations, disons, expérimentales qu'on met en œuvre, en fait, là, aujourd'hui. Alors, c'est des petites opérations. On peut pas dire, en fait, qu'on puisse massifier quoi que ce soit, en fait. Donc, du coup, comment faire, en fait, pour faire de la construction hors site? Comment fait-on pour mettre ensemble différents acteurs? Donc, là, on fait des tests. On fait des tests, justement, pour identifier et ensuite capitaliser et tester et voir comment on va déployer par la suite un modèle qui sera plus ou moins idéal. Alors,
Alors là-dessus, par exemple, à Sèvres, on a mis en place un concours classique, on désigne un architecte et ensuite, par contre, on souhaite lancer l'appel d'offres travaux en phase APD. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'on puisse intégrer la technique avant que le projet soit trop figé. Donc notre ambition là-dessus, c'est à minima en fait, des façades ossature bois avec l'intégration en fait, des menuiseries et des salles de bain préfabriquées. Ensuite, une autre opération qu'on lance en conception-réalisation, donc un modèle de consultation que je pense tout le monde connaît. Donc, il y a un groupement qui répond d'architectes et entreprises qui conçoivent l'ouvrage ensemble. Donc là-dessus, on a apporté quand même quelques modifications car on considère que il est intéressant d'échanger avec les groupements pendant en fait, la rédaction des offres. Donc on demande d'avoir des échanges pendant justement la conception avant que l'offre soit définitive. Là-dessus, c'est l'entreprise Angevin et Vestac qui ont été lauréats avec l'agence d'architecture Nicolas Lombardi et SIBAT en tant que bureau d'études. On est sur des modules 3D pour la partie résidentielle et des modules 2D pour la partie en fait, maison médicale, car on est dans un centre-bourg en fait, dans lequel l'intégration est très complexe, justement, en fait, avec une attente en termes d'architecture qui est plutôt, disons, adaptée au style rural. Et là-dessus, effectivement, on a réussi à trouver un consensus avec la mairie et qui a lauréat d'une manière unanime cette opération. Ensuite, le sujet qui nous lie en fait avec GPA, Trilport, il s'agit en fait de la ZAC de l'encre de la Lune. Alors Trilport, c'est dans le 77, dans les boucles de la Marne. Alors il s'agit d'une opération qui est en phase d'avancement, disons en fait assez particulier, car on souhaite tester, c'est ce que nous avons quelque part nommé la loi MOP inversée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Signifie plutôt de désigner une entreprise avant l'architecte. Donc, on inverse un peu le sujet. On peut peut-être passer à la diapo d'après, car là-dessus, en fait, on voit bien le déroulé en fait de la loi MOP classique. Donc, voilà, de l'esquisse, la phase programmation jusqu'au DOE, comme tout le monde le connaît. Là, ce qu'on souhaite faire, c'est de désigner justement l'entreprise en phase presque programmation, car on n'a qu'une étude de faisabilité et l'entreprise nous donne en fait une offre et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire on est en train de désigner en fait une entreprise qui nous accompagne pour la mise au point en fait de la phase suivante, c'est-à-dire l'élaboration du cahier des charges techniques pour lancer le concours. Une fois qu'on lance le concours, on aura en fait des offres dans le process habituel et il y aura un lauréat dans lequel il y aura certainement des mises au point à faire et ces mises au point permettront par la suite en fait d'établir en fait d'un côté en fait un dossier un contrat plutôt en fait de maîtrise d'œuvre avec les équipes de maîtrise d'œuvre et de l'autre côté on aura la contractualisation avec l'entreprise avec justement en fait un contrat de travaux et un contrat d'interface qui relie les trois intervenants plutôt parce qu'il y a l'entreprise, nous, le maître d'ouvrage et ensuite il y a également en fait les concepteur et qui permettra justement de dérouler l'ensemble de l'opération dans ces modèles. Voilà. Merci. Ce qui est très intéressant ici, c'est que finalement, vous allez expérimenter différents modes de faire, à la fois positionner différemment l'architecte pour regarder comment ça fait évoluer votre projet, la conception-réalisation, enfin tester finalement les différents modèles qui permettront le projet hors site le plus performant et j'ai presque envie de vous donner rendez-vous dans 2 ans, le temps d'aller au bout de notre projet de Trilport et de pouvoir faire un peu ce retour d'expérience sur ces différentes pratiques que vous aurez expérimentées dans ce délai. C'est vrai que nous, on est en tout cas ravis chez Grand Paris Aménagement de pouvoir porter ces projets avec vous, que ce soit avec I3F à Trilport sur cette première opération vraiment hors site, parce qu'on est comme vous. Il y a un certain nombre de projets où on a pu utiliser
des objets préfabriqués. Enfin, c'est quelque chose maintenant qui est assez courant et c'est bien, mais on souhaite vraiment aller plus loin et c'est ce pas vers lequel nous allons ensemble. Et puis, j'espère très prochainement avec GA, hein, c'est un objectif que nous partageons, je pense, d'expérimenter dans une première opération un projet ensemble. Et là, plutôt en expérimentant votre modèle très intégré. Voilà, et dont les forces, vous les avez présentées, hein, sa rapidité, son économie de moyens, l'impact carbone réduit, enfin je n'y reviens pas. Et donc voilà, on espère avoir l'occasion de vous présenter dans les prochaines années les réalisations qu'on aura pu conduire ensemble, et puis faire la démonstration que la qualité est au rendez-vous de vos attentes, des nôtres, pour aller aussi vers cet objectif donc de généralisation pour Grand Paris Aménagement de la construction hors site d'ici la fin de cette décennie. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite un bon après-midi à tous.